Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Au restaurant La Sagamité de Wendake, nous rencontrons cette semaine le Wendat Conrad Sioui, qui faisait récemment paraître aux Éditions de l'Homme son autobiographie intitulée « La traversée des 4 cercles ». Dès la fin du secondaire, Conrad Sioui étudie les sciences politiques à Montréal et suit avec passion les débats et les audiences entourant la contestation du projet hydroélectrique de la baie James. Après un baccalauréat en anthropologie, il obtient une maîtrise en administration publique. Il entreprendra par la suite un doctorat consacré à la citoyenneté autochtone. Grand chef de la nation Huron-Wendat de 2008 à 2020, Conrad Sioui a notamment orchestré l'agrandissement territorial de sa communauté. En tant que chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec, il a en particulier intégré à cet organisme les Inuits du Labrador, dont il a porté jusqu'au Vatican le combat contre les vols à basse altitude. En 1990, au bout de 10 années de procédure, Conrad Sioui et ses frères remportent une victoire juridique historique. En confirmant la validité d'un document signé par le général James Murray et le chef des Hurons-Wendat en 1760, l'arrêt Sioui déterminera l'interprétation que les tribunaux canadiens feront désormais des traités autochtones. Au microphone de Catherine Égaud, Conrad Sioui évoque son attachement profond à sa communauté, les liens étroits qu'il entretient avec les autres nations autochtones et sa volonté constante de maintenir un dialogue fructueux avec les allochtones. Conrad Sioui, bonjour. Oui, Catherine. On est ici à Wendake. Oui. C'est votre fief. Vous êtes né ici. Je suis né à Wendake, je suis plus sur l'ancienne réserve des 40 arpents, à Castorville. Ouais. Mais j'ai toujours demeuré à Wendake. Oui, j'ai passé ma jeunesse, mon enfance ici. Puis entre les deux communautés, les 40 arpents puis Wendake. Qu'est-ce qui est arrivé aux 40 arpents, rappelez-nous? Rapidement, c'est que les 40 arpents, au début du siècle dernier, non seulement les 40 arpents, qui est la ville de Bel-Air aujourd'hui, a été vendu pour 5 000 $ après toutes sortes d'événements malheureux qui ont fait qu'il y a eu un référendum dans la communauté. Puis c'est sûr que les Sioui ont tous voté contre la vente des 40 arpents parce qu'on demeurait là. Mm-hmm. Mais en fin de compte, on a été chassés de notre réserve, notre place, notre village. Et puis, c'est la gendarmerie royale qui s'est chargée de nous faire quitter les lieux, Malu Militari, dans les 30 prochains jours. Et puis, la même affaire pour une autre réserve indienne qu'on appelle le Roquemont, qui, elle aussi, en même temps, a été vendue pour 5-6 000 $. Alors, ça a été des épreuves difficiles pour la nation. Puis, un des gestes que j'ai voulu faire, moi, c'était d'aller rechercher à Ottawa cet argent-là qui avait été placé en fiducie, le fameux 12 millions de $, moins 300 000 $ pour des frais de consultant, des frais d'avocat. Alors, on a rapatrié le 11 700 000 en 2010, si je ne me trompe pas. Et, ça, c'était ce qu'on appelait les fonds territoriaux. Les fonds territoriaux qui étaient gardés par les Affaires indiennes en fiducie à Ottawa. Et, en fin de compte, on voyait que rapidement, on allait manquer de place ici à Wendake. On manquait déjà de place. Phil Fontaine m'avait dit, Conrad, il dit, « Your reserve is so small, I can throw a rock across. » J'ai dit, ta réserve est tellement petite, ton village est tellement petit, je pense que je pourrais lancer une roche bord en bord de ton village. Puis il avait raison. C'est ça. Elle était petite, notre réserve, à une rue, puis un bas du village qui était quand même déjà lourdement congestionné. Là. Le temps était venu de faire l'acquisition de ces terres-là, puis c'est comme ça qu'on s'est agrandi. Puis en même temps, dans un esprit de paix sociale, enterrer aussi les chicanes qu'il y avait eu autour de cet événement-là qui avait brisé quand même bien les familles. Mm-hmm. Mais là, c'est quand vous serez devenu grand chef. Le premier cercle, c'est l'enfance. Oui, le premier cercle, c'est encore loin du poste de grand chef. Ah oui. Puis une belle enfance, une enfance heureuse avec toute ma famille.
Carole, c'était la plus vieille, la meilleure grande sœur qu'on peut pas avoir. Puis mes frères et sœurs, Georges, Vincent, Régent, Hugues. Moi, j'étais le 4e des fils, le 5e de la famille. Puis notre petite sœur, Danielle. Alors, on a eu une très, très belle enfance avec beaucoup d'amis, beaucoup de parenté, des gens qui... on avait un bon bloc, comme on dit, un bon clan. On ne pouvait pas aller à l'école ailleurs, personne ne pouvait venir à notre école. On était donc isolés entre nous, puis ça a juste raffermi les liens entre nous tous et nous toutes. Et puis, on allait à l'école fédérale, l'école de jour. C'était pas facile. C'est là que vous avez vite appris que si vous vouliez raconter votre propre histoire, il fallait que vous vous en occupiez vous-même, là. Parce qu'à l'école, on vous enseignait que les Hurons étaient très, très méchants avec les missionnaires, là. Première journée d'école, on arrivait, puis il fallait être à genoux, puis le gros bénitier, puis les sœurs avec leur armure complète, là. Et puis prier, les mains en croix, et puis prier pour ce que nos ancêtres avaient fait, nos ancêtres qui avaient été des barbares, des sauvages, des assassins, des criminels, qui ont tué les saints martyrs canadiens. Puis ça, c'était impardonnable. C'était plus qu'un péché mortel. C'était un péché impardonnable. Il n'y avait pas de rédemption. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, quand même, allait nous réserver une place dans le firmament, en quelque part, un peu comme dans les limbes. Et puis, c'est là que mes frères avaient passé, ma soeur aussi avait passé par là. Puis, j'ai parlé avec mon père, j'ai demandé à mon grand frère Georges de m'accompagner, puis de parler avec notre père, puis de dire, papa, notre père, vous nous aviez toujours dit qu'on était les meilleurs, on était bons, on était généreux, on avait pris soin d'eux autres quand ils sont arrivés, on les a soignés, on les a nourris, on les a traités comme s'ils avaient été nous. On était abasourdis d'avoir entendu ces choses-là ce matin, vous ne nous aviez pas dit ça. Puis là, notre père nous a dit, écoutez, ça sert à rien de vous chicaner. Allez à l'école, allez étudier, allez chercher des diplômes. Puis un jour, vous allez écrire notre histoire. Vous allez écrire l'autre côté de la médaille. On a commencé avec mon frère Georges, le premier historien avec un diplôme de doctorat d'une université compétente. Alors Georges a montré le chemin, puis on a tous suivi aussi. Ça a été des étapes de notre vie qui ont fait que on s'est jamais senti des victimes. On s'est senti fort, possédé d'une grande, grande force intérieure, puis d'une mission à accomplir. Ça a fait de nous autres des êtres, des bons guerriers, des guerriers invincibles. Puis des diplomates aussi. Des diplomates aussi, oui, parce que notre père nous disait, notre emblème, c'est la tortue. Notre totem principal, c'est le castor, mais notre emblème, c'est la tortue. Puis d'une main, il y a toujours le calumet de paix, puis de l'autre main, il y a le tomahawk. Sachez toujours vous servir du calumet de paix en partant. Le tomahawk vient à la fin. Si vous en avez besoin de vous en servir, mais allez-y avec la diplomatie, avec la réflexion, la pensée, la sagesse. Vous avez besoin de faire valoir votre différence, puis en même temps, dans un esprit d'unité au bout de la ligne, parce qu'on est tous des êtres humains. Alors, vous avez pris votre père très au sérieux parce que vous avez fait une maîtrise en administration publique, puis après, vous avez fait un doctorat. Oui, auparavant, un baccalauréat spécialisé en anthropologie, que j'ai bien apprécié aussi, oui. Vous avez étudié les Sciences Po aussi, à ce qui deviendrait l'Université Concordia. Oui, plutôt que d'aller au cégep, j'ai parti à Montréal. Petit jeune qui termine son secondaire, et puis je suis parti à l'Université Sir George Williams University à l'époque, c'est Concordia aujourd'hui, et dans un programme de pre-university. Je ne parlais pas beaucoup d'anglais, puis ça a été un apprentissage assez difficile. Et puis, les Affaires indiennes avaient acheté ou loué un building pour les étudiants. On avait chacun une chambre, et puis il y en a qui allaient à McGill, il y en a qui allaient à Dawson College, il y en a qui allaient dans différentes universités. On commençait au niveau postsecondaire, puis des Micmac, des Mohawks, des Ojibwe. Ah oui, c'est l'ancêtre du Collège Manitou, alors? C'est l'ancêtre du Collège Manitou, exactement, oui, avec James O'Reilly, avec Peter Hutchins, c'était nos professeurs. Federal Law, on apprenait toutes sortes de belles choses, de bonnes choses. On nous a enseigné aussi certains cours de droit, les fondements. On allait être les prochains leaders de demain. Ouais.
C'était pas une époque anodine parce que c'est le début des années 70 et c'est la contestation du projet de la baie James. Alors vous allez aux audiences. Et c'est James O'Reilly qui défend les cris. Absolument. Moi, pendant les périodes où j'avais pas de cours, je me dirigeais à la cour. À la cour, l'autre cour. J'étais obnubilé par l'exercice, les aînés qui arrivaient par avion. On les installait dans des hôtels. Ils mangeaient strictement leur propre nourriture, caribou, saumon, leur propre poisson, l'esturgeon, etc. Viande séchée avec de la graisse, puis c'est leur bannique aussi. C'est là que j'ai connu des gens comme Ted Moses, Philippe Awashish, Violet Pachano, Robbie Dick, Noah Chichamouche, toutes des bonnes personnes. Et puis, ils m'ont pris sous leur aile. J'ai été vraiment traité comme un petit frère. C'était pas facile pour eux autres. Ils se battaient contre un éléphant. Contre l'État, hein? Contre l'État. C'était le fédéral aussi. Puis, M. Robert Bourassa avait dit, c'est pas 6 000 Indiens, là, des cris qui vont faire la loi à 6 millions de Québécois. M. O'Reilly est allé en cours, une injonction. C'est le juge Malouf qui avait décidé d'arrêter les travaux. Ça a été un moment historique au Québec. Arrêter les travaux de la baie James, LG2. C'était incroyable. Là, puis moi, j'étais à travers tout ça, puis j'écoutais ça, puis je regardais ça, puis on faisait des manifestations, puis je devenais un activiste très jeune. On allait à Montréal faire des manifestations avec des groupes aussi, des Québécois qui étaient dans la même mouvance que nous autres aussi, qui étaient pour la protection du territoire, puis la protection de l'environnement, des animaux, etc. Donc, une belle alliance qui s'est créée, puis un grand cercle aussi, puis on était en première loge. Et puis, en fin de compte, ça a été des années difficiles, mais en même temps extrêmement intéressantes, puis surtout qui m'ont permis de voir de façon très, très, très profonde les fondements de la cause et en même temps les étapes qu'on aura à jouer dans notre vie si on voulait entrer en politique puis faire un changement au niveau des Premières Nations et des Inuits, bien sûr. Et vous êtes entré en politique, vous êtes devenu vice-chef de Wendake? C'est certain que j'avais beaucoup d'appui au niveau des jeunes de mon âge. Puis en même temps, la volonté était là, une volonté de changement. Puis on n'était plus tout seul à être aux études supérieures. Il y en avait plusieurs aussi qui avaient entrepris des études importantes dans différents collèges. Puis on avait commencé aussi à plus se tenir entre nous avec d'autres nations, Innu, Atikamekw, Algonquin, etc., Mohawk, Mi'kmaq, Maliseet, Abenaki, Naskapi, Inuit. Wendake a toujours été un lieu de rassemblement aussi. Alors, quand on vient à Québec, on vient à Wendake, c'est certain. Alors, c'est comme ça qu'on s'est regroupés ensemble, puis qu'on a commencé à mettre en place des mouvements, des façons de travailler pour améliorer notre sort à tous. Et puis, mon oncle est devenu grand chef. Il était malade déjà, mais moi, j'ai pris le rôle de vice-grand chef. Et puis, avec un bon conseil aussi, on a pris en charge la destinée de notre nation. Puis 5 mois après, j'étais déjà élu chef régional d'un organisme à créer qui est devenu l'Assemblée des Premières Nations du Québec. Puis après ça, j'ai incorporé le Labrador avec notre organisation régionale. Vous avez toujours eu des liens très étroits avec les autres autochtones, notamment les Inuits. En l'occurrence, les Inuits du Labrador, vous avez écrit un rapport sur les vols à basse altitude de l'OTAN, qui leur faisait beaucoup de tort parce qu'ils effrayaient les caribous. Ah, ça a été une grande, grande lutte. Ils ont envoyé un SOS à George Erasmus, le chef national, puis George m'a dit, Conrad, il dit, faut faire de quoi? Il dit, les Inuits au Labrador, ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas de reconnaissance. C'est un peuple complètement abandonné à lui-même, dans l'extrême pauvreté. Il faut les aider, Conrad. Et les autres ne croyaient pas au gouvernement, ne croyaient qu'au pape, la force du pape, parce que lui, c'était le seul qui pouvait parler directement à Dieu. Puis ils m'ont demandé, ils ont dit, Conrad, peux-tu, s'il vous plaît, là, arranger une rencontre avec le pape?
je dis, une rencontre avec le pape, comment je vais faire? Puis là, j'ai compris qu'il y avait une ambassade du Vatican à Ottawa. Puis j'ai commencé à aller les rencontrer, prendre un repas avec eux autres, avec Monsieur Monducci, puis d'autres aussi. Puis leur expliquer la requête d'une nation qui revendique une rencontre privée avec le pape pour lui expliquer, puis chasser ces vols militaires-là qui détruisent la faune et le mode de vie, puis en fin de compte, qui portent atteinte à l'intégrité même d'un peuple. Et on ne peut pas se fermer les yeux devant ça. Alors, c'est comme ça que 6 mois après, on a eu l'appel, j'ai eu l'appel, puis les lettres aussi qui ont suivi, puis le voyage à Rome, et puis nos aînés, puis on était une 50aine de personnes, une grosse délégation d'un peu partout, même les Esquimaux qui nous accompagnaient, et puis une audience privée avec le pape, dans le Vatican. On était dans nos planètes, à l'époque? C'était Jean-Paul II. C'était Jean-Paul II. Un saint. Ça a été une rencontre extrêmement touchante. Et il a réussi à faire arrêter les vols à basse altitude. Là, c'est sûr que il s'est produit des choses. C'est qu'avant, quand on est parti, il ne voulait plus s'en aller. Monsieur Monducci, il était là à côté de lui, puis il demandait, Saint-Père, il faudrait aller ailleurs, on a d'autres rencontres. Puis, on a un agenda bien chargé. Il y avait les bras remplis de cadeaux en plus, puis, mais les chants des grands-mères, des femmes qui chantaient dans leur langue, il était épris d'un sentiment de bonheur, puis de plénitude incroyable, puis il fermait ses yeux, puis d'un coup, il ouvre, il dit, regardez, écoutez-moi, il faut que je parte, mais il dit, je vais toujours être avec vous. Protégez vos langues, protégez vos droits, protégez votre territoire. Puis moi, puis mon Église, on vous abandonnera jamais. On va être avec vous tout le temps à vos côtés. On est revenu, les gens, on flottait. Ah oui. C'était inespéré, là, une grande force là, qui nous habitait. C'est que le Canada était en train de renouveler un contrat avec l'OTAN. Et son vis-à-vis, son adversaire, on va dire, c'était la Turquie. Parce que c'est quand même un contrat payant là, de faire venir les pays membres de l'OTAN à pratiquer des vols militaires. Ça crée beaucoup d'emplois, beaucoup d'ouvrages. Puis tant mieux aussi, mais d'un autre côté, il ne faut pas que ce soit au détriment quand même de la terre-mère et des animaux qui l'habitent et des populations qui y vivent dans le plus grand respect. Alors, 6 mois après, le Canada s'est retiré. Le miracle est arrivé. Mais là, vous avez travaillé en coulisses quand même pour ça. Oui. Oui, mais j'aime mieux laisser l'esprit de dire, gars, le pape l'avait dit de toute façon, alors c'est ça le miracle. Puis là, le Canada s'est retiré, puis là, c'est comme ça que la base militaire, la pratique de vol militaire à basse altitude a disparu, et qu'on a pu reprendre des activités, puis avoir un peu plus de respect, puis bon. Et que les Inuits du Labrador sont entrés dans la PNQL, qui est maintenant la PNQL. Oui, mais j'ai changé, je me suis adressé à l'exécutif de l'Assemblée des Premières Nations pour modifier la constitution de l'Assemblée des Premières Nations, parce que tout le monde a compris rapidement que c'était beaucoup plus logique que les Inuits au Labrador sont les mêmes Inuits au Québec. Oui. Alors, les chefs, avec bonté de cœur, avec compréhension, tout le monde a compris ça, puis une décision unanime. Alors, c'est devenu justement l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Une autre bataille que vous avez remportée, c'est l'arrêt Sioux, les Sioux contre la reine. On était accusés d'avoir être entré illégalement dans le parc des Laurentides, être entré illégalement dans un parc de conservation, d'avoir mutilé et abattu des arbres, et d'avoir fait un feu là où c'est pas permis. 3 accusations. Alors, une bonne bataille, mais on a perdu à la Cour provinciale, à la Cour supérieure. Et puis les années passaient. Et en cours d'appel, on a gagné une décision partagée, mais on l'a gagné quand même 2 juges pour nous autres et 1 contre. Ils reconnaissaient le traité, le fameux traité historique de 1760, un traité pré-confédération. La plus haute instance britannique, suite à la conquête, on va dire, a quand même écrit un document qui reconnaissait 4 facteurs. D'abord, une relation de nation à nation. La nation Huron-Wendat vient rencontrer cette nation-là pour faire la paix sur un pied d'égalité. Parce que le traité était conclu entre la nation Wendat et la couronne britannique représentée par James Murray. Exactement.
Ce qu'on veut, dans le fond, c'est une relation de frère à frère, de nation à nation, de gouvernement à gouvernement. C'est dans le traité. L'autre, c'est Traditions and Customs. Nos traditions, nos coutumes. Ça, là, on y tient. Marque ça là. Je ne sais pas écrire ni lire, mais je vais te dire qu'est-ce qu'on aimerait que tu marques sur ça. Notre spiritualité, notre relation avec le grand esprit, avec notre Dieu qui est une femme, elle s'appelle Authentique. Tous ces éléments-là, on veut que tu respectes ça. On veut pas que tu imposes ta religion puis tes pensées sur ça. La religion. Parfait. Et qu'on puisse continuer d'échanger, donc to trade. Les Anglais ont dit, ben nous autres, c'est ce qu'on veut le plus, continuer de faire du commerce avec vous autres, les Wendat. Vous maîtrisez encore des voies commerciales très, très larges. D'accord. C'est notre développement économique. Trade with the British. Alors, ces 4 éléments-là, on est parti avec ça. Et à travers les années, à travers les siècles même, ce petit document-là a été protégé, préservé. Oui, hein? Physiquement par des archivistes. Par nos mères aussi, nos mères aussi. François Vincent, c'est sa grand-mère qui avait une copie, la copie d'original. D'autres copies ont été produites. C'est tout à l'honneur de nos mères de clan d'avoir protégé ce document-là. Et puis, quand c'était le temps, on l'a déposé à la cour. On ne voulait pas le déposer à la cour parce que tu veux pas, c'est sacré. C'est un peu comme dans l'Ouest, les bundles qu'on appelle lorsqu'on signe des traités, entraîner des traités numérotés. Si tu déposes ça devant la cour, c'est à cause que c'est ton dernier geste à poser. Et on l'a fait. Avec la force de nos mères de clan. Alors, c'est comme ça qu'on a continué. Puis, en fin de compte, est arrivé ce jugement-là qui en a été appelé à la Cour suprême par le Québec. Et cette fois-ci, le Canada s'est rangé du côté du Québec. Mais on avait la force de l'Assemblée des Premières Nations. J'étais chef régional à l'Assemblée des Premières Nations. Toutes les Premières Nations du Canada se sont associées à nous. Et on est allé chercher des bons avocats, Peter Hutchins, entre autres, qui ont développé toutes les notions de traités, de droits ancestraux, de titres territoriaux, de droits fondamentaux. Toutes ces théories-là, toutes ces approches-là, dans une pensée nouvelle, un droit nouveau. Et puis, le 24 mai 1990, un journaliste d'Ottawa m'a appelé et il me dit « Félicitations! Ça fait 10 ans là, qu'on était en cours. Il y avait une fatigue aussi du côté de nos gens. Ça a été long, ça a été dur, ça a été beaucoup de sacrifices. Sur le plan personnel, sur le plan financier aussi. Puis là, ben, quand j'ai su, quand on m'a annoncé qu'on a gagné unanimement, 9 juges, puis rédigés par un juge québécois, Antonio Lamer, ben là, c'était l'euphorie, on a fait les premières pages d'à peu près tous les journaux au Canada. Là. Puis ça a eu une incidence aussi sur d'autres nations. Le 29 mai, 5 jours après, ça a été le cas Sparrow qui a été rendu par le même juge, le juge Lamer, et qui disait que ceux qui n'ont pas de traité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de droit. Il va falloir que les gouvernements provinciaux, territoriaux, fédéraux, s'ils veulent prendre le territoire ou éteindre le titre ou quoi que ce soit, ou toucher au titre, il faut qu'il y ait votre aval. Alors, ça a été quelque chose d'extrêmement important. La cause Sioux a été menée de main de maître. On a tous travaillé ensemble, tout le monde. C'est le cercle. On n'est pas dans une approche individuelle. Notre frère le plus jeune a occupé le territoire à cœur d'année. On voyait cette petite boucane, sa petite cheminée boucanée, le matin puis le soir, dans des froids, des conditions difficiles, dans les camps. Il est mort le plus jeune. Le plus jeune est décédé. Il a eu froid souvent. Il a eu de la misère souvent. Oui, ça use aussi, ces batailles-là. Ça use beaucoup. Alors, tu sais, beaucoup de respect pour tout le monde. Tout le monde, c'est nos sœurs, nos mères. C'est une belle plume qu'on met à notre chapeau. Tout le monde. Et vous avez récupéré vos droits sur le territoire? Le Nihonwantio. Ça, c'est important quand même. Puis ça, c'est pour toujours? Pour toujours. Et puis en même temps, on n'est plus tout seul non plus. Il y a une volonté publique, une volonté populaire. Le cercle s'est agrandi. L'opinion publique peut-être est plus favorable aussi. Ah, absolument. Parce que 90, c'est l'arrêt Sioux, mais c'est aussi Oka. Puis là, vous retrouvez Robert Bourassa, vous vous retrouvez en tant que... que chef régional de l'Assemblée des Premières Nations. Quand la crise d'Oka est arrivée, il m'a appelé.
Il était malade, puis il dit, Conrad, il dit, il faudrait te rencontrer, je dois te voir parce que ça va pas bien, là. J'ai même peur qu'il y ait une crise civile, des guerres civiles un peu partout qui s'allument parce que il avait raison, puis je le voyais moi-même aussi, là, c'était très sérieux. Le risque était réel, selon vous? Le risque était très réel. Ah oui. Ma vie... Pas seulement avec les Mohawks, avec tous les toutes les autres nations. Personne ne faisait de différence entre un Mohawk ou un Innu, un Cri ou un Wendat ou un Algonquin. Là. Dans les centres d'achat, dans les écoles, partout, c'était très, très, très sérieux. Alors, il fallait que je me mette dans la peau d'un peacemaker, faire la paix, et non pas mettre de l'huile sur le feu, puis en même temps, sortir de cette crise-là avec quelque chose aussi. Une reconnaissance quelconque, puis... et puis ça a été difficile encore, des épreuves très, très lourdes, très importantes aussi, puis ça a été dur pour tout le monde. Mais des dossiers qui ne se règlent pas, puis qui traînent pendant des 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis des siècles. Des seigneuries des Deux-Montagnes, la seigneurie du Sault-Saint-Louis, la seigneurie de Sillery ici, des territoires qui devaient nous revenir de gré, de façon officielle, mais qui ont été retournés au régime français, qui, lui, l'a retourné au régime britannique. Alors, on a continué de toujours faire valoir nos droits sur ces seigneuries-là, ces territoires-là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un dilemme qui n'a même pas encore été réglé. Alors, c'est ça le fondement de la crise d'Oka. Dans cette situation-là, le Tomahawk a sorti, parce que le calumet de paix n'a pas fonctionné. Mais il faut tenter d'éviter à tout prix ces situations-là, parce que personne ne gagne autour de ça. Et vous gardez des liens très, très forts et très soutenus avec les allochtones. Vous écrivez des chroniques dans Le Soleil, vous enseignez à l'École nationale d'administration publique. Oui. Vous maintenez un dialogue constant avec les allochtones. C'est une chose à laquelle vous tenez beaucoup. J'y tiens beaucoup, parce que des fois, mon message peut faire réfléchir des gens, créer du rapprochement. J'ai toujours cru à ça. J'ai toujours cru que c'était par cette voie-là qu'on va avancer. C'est ça le cercle, au bout de la ligne. C'est l'alliance. On a toujours été des alliés. Les Français qui sont arrivés, ils ont fait une alliance avec nous. Les Hurons-Wendat, on était à la tête de l'alliance. Les plaines d'Abraham sont remplies du sang de nos ancêtres. On s'est battus ensemble. Donc, cette relation-là, elle est importante aussi à maintenir. Puis Kondiaronk, c'est votre ancêtre, ça, Kondiaronk? Direct, mon ancêtre direct, Kondiaronk. Qui était le diplomate en chef de la paix de 1701? Qui a présidé la signature du traité de paix d'Amérique du Nord et qui a demandé à toutes les nations de venir le rejoindre au pied du Mont-Royal, puis de conclure une paix durable. En 1701, il était rendu très âgé, Kondiaronk. Son totem, c'était le rat musqué, Ondatra en Wendat. Et il a parlé pendant 3 heures, 4 heures. C'était son dernier discours. Tous les Iroquois comprennent le Wendat. Donc, les Mohawks, Seneca, Tuscarora, Oneida, mon oncle, il l'appelait mon oncle. C'est la plus haute reconnaissance qu'on ne peut pas donner à un être humain, un chef, mon oncle, parce qu'on est matrilinéaire. Alors, cette paix durable-là, elle a duré un certain temps, en 1701, puis déjà en 1760, c'était la guerre qui avait reprise de plus belle avec les Français et les Anglais. Mais Kondiaronk était un homme de paix. Il avait compris, il avait dit, dans le fond, là, moi, je ne jouerai pas le jeu des Anglais et des Français, parce que je sais au bout de la ligne que eux, ces deux-là, ils vont s'organiser entre eux autres, puis c'est nous autres qui allons avoir payé le grand prix de ces guerres-là. Alors, je vais présider une paix durable, le plus durable possible, pour protéger les miens, parce que je regarde autour de moi, puis mes guerriers, j'en ai plus beaucoup. Ma nation est décimée. Les autres nations sont décimées aussi. Alors, on joue à quel jeu ici, là? D'un bord ou de l'autre? On paye le prix de l'envahisseur qui, au bout de la ligne, va tenter tout simplement de s'approprier nos richesses, nos terres, puis nous autres, on va être éliminés dans un exercice colonial qui a déjà éteint plus de la moitié de nos nations, par les épidémies, puis par toutes sortes d'événements qui ont fait qu'on n'a pas été
reconnus et traités à notre juste valeur. Mais vous y croyez, vous, à ça, à la diplomatie? Ça reste votre voie privilégiée? On m'a défini souvent comme une main de fer dans un gant de velours. Puis, le calumet de la paix, mais le tomahawk est pas loin. dans le fond, tu sais, c'est vrai. Tu sais, au bout de la ligne, faut vivre avec les gens, pas contre les gens. Quand on rit avec les gens, on rit pas des gens. Je pense que c'est un modèle qui a laissé ses traces, qui a fonctionné. Un modèle de respect mutuel, bien décrit dans le premier wampum, les Toro wampum, les 2 voies parallèles. On va descendre notre rivière dans le cours de la vie, vous allez descendre votre rivière dans votre bateau, nous autres dans notre canot. On va s'échanger ce qu'on a de meilleur, les deux. Et on va toujours respecter le fait que on va maintenir une paix durable. Et pour ça, il ne faut pas s'assimiler ou tenter de faire dévier notre rivière dans la vôtre ou la nôtre dans la vôtre aussi. Donc, on respecte ça, ces 2 voies-là. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été une façon de se comporter, puis être fier, être autonome, être capable d'avancer, même si il y a eu beaucoup de victimisation, même il y a eu beaucoup de racisme, qu'il soit systémique ou pas. On en voit encore des traces aujourd'hui, puis on ne se le cachera pas. C'est des choses qui blessent, qui font mal, mais il faut faire face à ces choses-là. Puis en même temps, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde aussi qui comprennent la situation. Ils font partie du grand cercle. Alors, beaucoup d'espoir, beaucoup de possibilités pour nos enfants. Je regarde juste les livres d'histoire de mes petits-enfants, puis wow! C'est pas parfait, mais quel bonheur de lire des choses positives sur nous autres. C'est peut-être là que mon père avait raison encore. À un moment donné, ça va faire son chemin, puis ça va s'en venir. Alors, c'est le cercle. Puis aujourd'hui, la pensée circulaire a pris toute sa place. Le linéaire, c'est un cul-de-sac. Là. La pensée circulaire, c'est que j'ai besoin de ma mère, j'ai besoin de ma soeur, j'ai besoin des miens, j'ai besoin de sentir cette force-là autour de moi. C'est mon souffle. Puis on s'aperçoit que on ne maîtrise pas la Terre, on en fait partie. Tous ces concepts-là, aujourd'hui, deviennent de plus en plus vrais. Chaque être humain, peu importe sa couleur, on a tous un geste à poser pour l'humanité. On fait un bout de chemin, puis après ça, d'autres vont nous remplacer, puis ils vont continuer dans cet esprit-là. C'est comme ça qu'on va réussir. Konrad Sioui, merci. Ça fait plaisir. Ciao. Ciao. Un immense merci à Konrad Sioui de nous avoir fait découvrir quelques aspects de son fructueux parcours d'homme de savoir, de sagesse et de diplomatie. Merci également au restaurant La Sagamité de Wendake pour son chaleureux accueil. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.